Bonjour Adrien Quatennens. Bonjour. Pour la deuxième fois seulement dans l'histoire de la Ve République, une femme va diriger le gouvernement, Elisabeth Borne. Ça change quoi pour vous ? C'est bien que ce soit une femme, mais il faut regarder surtout ce qu'elle incarne politiquement. Parce que depuis hier, le commentaire, c'est uniquement là-dessus. D'ailleurs, franchement, le fait que ce soit un événement montre bien le retard que nous avons. Je veux dire, il y a plein de pays européens où ce sont des femmes qui dirigent sans que ce soit un événement. En France, c'est un événement tel, a priori, qu'on ne devrait parler que de ça. Et c'est un retard que vous ne comblerez pas si Jean-Luc Mélenchon remporte les législatives, puisque c'est un homme, lui, qu'il veut envoyer à Matignon. Mais vous savez, il y aura des femmes au gouvernement, et il y en aura sans doute beaucoup. Et puis je pense qu'on n'est pas en reste de responsables politiques femmes qui sont au premier plan à la France Insoumise ou même au sein de cette nouvelle union populaire. Non, écoutez, bon, Elisabeth Borne est une femme, oui, vous aura pas échappé, Marc Fauvel, que Margaret Thatcher était une femme aussi. Ce qui compte, c'est d'abord et avant tout ce qui est incarné politiquement. Et il se trouve qu'Elisabeth Borne a un bilan. Parce que d'abord, la même chose que Fabien Roussel qui hier soir l'a comparé à Margaret Thatcher. C'est votre discours aussi ce matin ou pas ? C'est la convergence. C'est la convergence au sein de la nouvelle Union populaire. Ça va mieux. Non, d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que le fait que ce soit Elisabeth Borne nommée Premier ministre montre bien que visiblement, dans ce navire, l'équipage change de place, c'est un jeu de chaises musicales, mais visiblement, il n'y a pas de nouveaux passagers qui ont envie d'y monter. Emmanuel Macron a quand même mis un certain temps avant de procéder à cette nomination, et au final, c'est une ministre de l'ère Macron 1 qui se retrouve au premier plan de l'ère Macron 2. Donc vous dites déjà, quoi, il n'avait pas le choix en fait, c'est ça ? En tout cas, c'est l'impression que ça donne. Mais surtout, au-delà de cette question du choix, c'est ce que ça représente politiquement, parce qu'Elisabeth Borne a un bilan. Je veux dire, on lui doit notamment l'ouverture à la concurrence de la SNCF, on lui doit la fin des tarifs réglementés de gaz, on lui doit, comme ministre du Travail, la réforme de l'assurance chômage qui a diminué de 17% en moyenne l'indemnité chômage pour plus d'1,15 million de chômeurs, donc les gens s'en rappellent. On lui doit aussi la mise à pied de l'inspecteur du travail Anthony Smith, qui, comme inspecteur du travail, avait protesté sur le fait que des travailleurs n'avaient pas de masque en période Covid. Il a été mis à pied pour cette raison. D'ailleurs, il est candidat de la nouvelle Union populaire écologique et sociale. On lui doit par exemple aussi au ministère de l'écologie, où elle a fait un bref passage, le fait qu'elle ait repoussé de 10 ans le plan de diminution du nucléaire dans le mix énergétique. Et la fermeture de Fessenheim ? Ou même le fait qu'elle ait supprimé 2000 équivalents temps plein au ministère de l'écologie. Donc si vous voulez... Et la fermeture de Fessenheim et l'annonce de la fermeture des centrales à charbon et d'autres choses. Ouais. Vous voyez aussi que la France, sous Emmanuel Macron, a été condamnée à 2 reprises pour inaction climatique et que la France est le seul pays de l'Union européenne, Marc Fauvel, qui ne respecte pas ses engagements en matière d'énergie renouvelable. Donc Elisabeth Borne, c'est l'autre nom de la maltraitance sociale et de l'irresponsabilité écologique qu'incarne Emmanuel Macron. Et ce que les Français doivent savoir... dit, dans son discours d'hier, elle disait « Les politiques publiques doivent être conduites dans le dialogue ». Elle revendique sa part de gauche en elle. Elle vient de la gauche, c'est ce qu'elle dit. Vous ne la croyez pas ? Mais c'est pas une question de pas la croire, si vous voulez. C'est une femme de gauche ou pas ? Je ne crois pas. Toute la droite lui tombe dessus en disant que c'est la gauche qui a repris le pouvoir à Matignon. Vous vous dites non, c'est une femme de droite. Finalement, c'est dur en même temps. Non, mais qu'y a-t-il de gauche dans cette réforme de l'assurance chômage qui pénalise les demandeurs d'emploi ? Qu'y a-t-il de gauche dans le fait demain, parce qu'Elisabeth Borne a poussé cette réforme, de faire la réforme des retraites à 65 ans, qui est injuste, cruelle, inefficace, peut-être on y reviendra. Bref, si vous voulez, il ne suffit pas d'avoir un étiquetage ou un CV pour se caractériser politiquement. Il y a le bilan que Madame Borne a et il y a les intentions qu'elle a. C'est l'élève zélé d'Emmanuel Macron qui a l'intention d'appliquer le programme d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire notamment la retraite à 65 ans et le RSA désormais conditionné d'heures de travail obligatoires. Adrien Quatennens, Elisabeth Borne annonce à France Info qu'elle maintient sa candidature aux législatives dans le Calvados. Est-ce que vous saluez, disons, un geste de panache ou en tout cas une prise de risque de sa part ? Écoutez, elle est candidate, c'est une bonne chose. J'espère qu'elle soit battue. En toute hypothèse, quel que soit son sort personnel, c'est courageux de sa part dans ou pas ? Le Calvados, je sais pas. Est-ce que c'est spécialement courageux ? Oui, il y a une part de courage peut-être, mais il n'est pas nécessaire par ailleurs. Vous le savez, ça nous permet de faire un peu œuvre de pédagogie. Il n'est pas nécessaire d'être candidat aux élections législatives pour être Premier ministre. Jean Castex, qui vient de partir hier, n'était lui-même pas parlementaire, ne l'a jamais été. Donc ça n'est pas le sujet. Vous dites quoi ? Si elle perd, elle devra quitter Matignon le mois prochain ? Je crois, oui, je crois. Mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr... Elle l'a remplacé par Jean-Luc Mélenchon, si vous avez la majorité, alors qu'il n'a pas été candidat. Alors, mais
Jean-Luc Mélenchon est candidat au poste de Premier ministre. Mais vous savez que ça n'existe pas, la candidature à un poste de Premier ministre. Il n'y a pas de suffrage universel pour élire un Premier ministre. On élit une majorité à l'Assemblée et le président choisit qui il veut dans cette majorité ou en dehors. Parfait. Et ensuite, la majorité choisit ou non de renverser le nouveau gouvernement. C'est bien parce que là, on ouvre une page utile pour celles et ceux qui nous écoutent et qui peut-être ne comprennent pas. Il n'y a pas d'élection du Premier ministre. Alors, donc, vous voulez faire l'explication ou c'est mon tour ? Allez-y. Alors, les 12 et 19 juin, il y a des élections 577. dont le but n'est pas de conférer une majorité au président de la République. C'est ce qui se passe habituellement, c'est vrai. Souvent, le président élu a une majorité. Sauf que là, on est dans une situation où Emmanuel Macron a été élu à la faveur d'un second tour face à l'extrême droite, je le dis, par défaut, dans un paysage politique où il n'y a pas seulement 2 blocs, mais Adrien 3 blocs. Je peux vous interrompre un quart de seconde ? Oui, vous avez mais été il va falloir que je puisse faire toute l'explication, sinon vous on ne comprendra pas grand-chose. Vous avez été élu face à qui il y a 5 ans comme député ? Face à La République En Marche. Face à La République En Marche. Dans le cas des députés insoumis qui ont été élus face à le RN, ils ne sont pas légitimes ? Alors, personne ne dit qu'ils ne sont pas légitimes. Tout ce qui sort des urnes est par définition légitime. Oui. Mais on peut l'analyser politiquement. Ce que je dis, Marc Fauvel, c'est que le 10 avril, au soir du premier tour, vous voyez émerger 3 blocs qui, du point de vue du nombre de voix, sont à peu près équivalents. Vous avez un bloc ultralibéral Emmanuel Macron, un bloc d'extrême droite incarné par Madame Le Pen, un bloc populaire qui a fait 7,7 millions de voix, c'était la candidature de Jean-Luc Mélenchon, et ce score nous a permis de faire ce que nous avons fait ensuite, c'est-à-dire regrouper ce pôle populaire avec les autres partis qui nous ont rejoints dans le cadre de la nouvelle Union populaire, et désormais donc, les 12 et 19 juin, l'élection législative doit trancher le mandat politique qui va être confié pour les 5 prochaines années. Et donc, je dis à celles et ceux qui nous écoutent, si vous avez souhaité la retraite à 60 ans, si vous avez souhaité le blocage des prix, la planification écologique, l'augmentation du SMIC, et que vous pensiez qu'avec l'élection présidentielle, tout était terminé, ce n'est pas vrai. Vous avez une autre chance. Les 12 et 19 juin, si vous élisez des députés issus de la nouvelle Union populaire écologique et sociale, si nous avons une majorité, eh bien, Madame Borne va pouvoir ranger ses cartons et son passage à Matignon aura été très court parce que c'est Jean-Luc Mélenchon qui sera Premier ministre et on appliquera un autre programme. Mais si par exemple Emmanuel Macron appelle Mathilde Panot, qui est une insoumise à Matignon, elle refusera ? En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que entre nous et au sein de la coalition, de la nouvelle Union populaire écologique et sociale, nous nous sommes accordés sur le fait que le candidat que nous proposerions, ce serait Jean-Luc Mélenchon. Le président n'est pas forcé de le choisir. Et par ailleurs... Après, l'important, juste permettez-moi, ce qui est important pour ceux qui nous écoutent, c'est que bien évidemment, il y a un certain plaisir, sans doute, à voir Jean-Luc Mélenchon s'installer à Matignon. Mais quand on dit Mélenchon à Matignon, c'est surtout de dire un autre programme est possible. Vous avez le choix encore aujourd'hui entre la retraite à 65 ans ou la retraite à 60 ans. D'un mot, si vous arrivez à obtenir la majorité, aucun des ministres en place aujourd'hui, du moins le prochain gouvernement qui va être nommé, ne restera en poste si vous avez la majorité. Je ne crois pas, parce que vous supporterez qu'il ne s'agira pas d'appliquer du tout le même programme. Chacun le comprend. Alors il faut que les choses soient bien claires. Et d'ailleurs, regardez sur le bulletin de vote pour bien l'identifier, parce qu'il y a des gens qui trouvent ça complexe, et je peux le comprendre. C'est pas compliqué. Vous aurez sur le bulletin de vote le logo de la nouvelle Union populaire, c'est le V de la victoire. On fait comme ça, vous voyez. Donc au moins vous reconnaissez le bulletin de vote, vous le trouvez. Vous mettez ce bulletin de vote dans l'urne, vous élisez donc dans votre circonscription un député de la nouvelle Union populaire, et si nous avons une majorité, Jean-Luc Mélenchon sera Premier ministre et on gouvernera pour changer la vie, parce que c'est urgent. Parce que pendant qu'on se satisfait de voir Madame Borne à Matignon, les Français souffrent, on va peut-être en parler après, mais la hausse des prix est considérable, et donc il faut soulager la vie des gens, et c'est encore possible. C'est d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon avait parlé de 2022 en disant « c'est la dernière station avant le désert ». J'attire l'attention de tout le monde sur le fait qu'après les 12 et 19 juin, je crois qu'il n'y a plus d'élections dans ce pays avant 2 ans européenne, et demi. Donc c'est la dernière occasion de barrer la route à la politique d'Emmanuel Macron. Le 24 avril, Madame Le Pen n'a pas pris le pays. Les 12 et 19 juin, Monsieur Macron ne doit pas garder le pouvoir. Voilà notre tâche. 8h41, le fil info avec Solène Cresson. On vous retrouve dans un instant Adrien Quatennens. Adrien Quatennens, le coordinateur de la France Insoumise. Depuis ce week-end, vous avez un peu modifié votre programme pendant la présidentielle. Jean-Luc Mélenchon évoquait une augmentation du SMIC à 1 400 € net. Aujourd'hui, il souhaite atteindre les 1 500 €. Pourquoi décider de cela aujourd'hui, moins d'un mois avant les législatives? Pour 2 raisons. D'abord, la première, c'est que la hausse des prix qui est en cours et qui se poursuit ronge littéralement les salaires, et elle va donner lieu à une épidémie de travailleurs pauvres dans ce pays. Or, vous savez que 53% de la croissance, c'est la consommation populaire, donc il y a un vrai sujet, d'une part, et ensuite parce qu'il y a eu les augmentations automatiques du SMIC, oui, il y a 2 semaines, qui aujourd'hui le portent à 1 300 €. Nous, on avait parlé d'une augmentation de 15%, donc compte tenu du niveau du SMIC revalorisé, eh bien l'augmentation de 15% à laquelle on doit procéder
ce ne sera plus 1400 en effet, mais 1500. Ça, c'est la première chose. Parce qu'il faut revaloriser le travail. Et à toutes celles et ceux qui disent qu'on ne peut pas, que ça n'est pas sérieux, je demande que chacun voit bien ce qui vient de se produire, qui est passé un peu sous les radars, c'est que le CAC 40 vient d'annoncer que pour l'année 2021, pendant que les Français sont serrés à la gorge par la hausse des prix, par les salaires qui sont, je l'ai dit, rongés par l'inflation, vous avez par contre la course au profit et aux dividendes qui continue. 80 milliards pour l'année 2021, c'est une augmentation de 84%. Donc c'est énorme. Pendant ce temps, la réalité du quotidien, c'est que le prix des pâtes en un an a augmenté de 44%. Des céréales, j'ai noté, je crois 32%, l'huile 35%. Mais avec un SMIC à 1500, et le carburant, c'est une catastrophe. Avec un SMIC à 1500 € net, qu'est-ce qui se passe pour ceux qui sont juste au-dessus? Il va falloir les augmenter aussi. D'abord, ce que vous devez voir, on va parler de ceux qui sont juste au-dessus. Moi, je voudrais parler de ceux qui sont juste en dessous. Parce que déjà, aujourd'hui, les minima dans les différentes branches, 85%, c'est inférieur au SMIC. Donc il y a deux choses à faire. D'abord, c'est simplement un décret que signera le Premier ministre Jean-Luc Mélenchon, l'augmentation du SMIC. Mais ensuite, c'est d'ouvrir, parce que c'est légal et on devrait le faire, la conférence annuelle des salaires pour revaloriser l'ensemble des salaires. Et on pourrait d'ailleurs y intégrer d'autres sujets. Par exemple, vous savez que nous étions pour la limitation de l'écart des salaires de 1 à 20 entre le plus petit et le plus gros. Sur la question de salaire, Adrien Quatennens, c'est-à-dire les salaires qui aujourd'hui sont juste au-dessus du futur SMIC, 1550, 1600, 1650, est-ce que vous les augmentez aussi et si oui, comment ? D'abord, il y a un effet mécanique. Quand vous augmentez le SMIC, les salaires jusqu'autour de 2000 €, Marc Fauvel, ils augmentent mécaniquement. Tous les patrons vont mécaniquement augmenter tout le monde. En tout cas, nous, on va le souhaiter à travers ces conférences dans les branches. Et je veux dire, pour les TPE, les PME, parce que ici, sur ce plateau, vous m'avez déjà posé la question en me disant augmenter les salaires et augmenter le SMIC pour les entreprises de grosse taille, ça coûte, c'est possible. Par contre, c'est le plus dur pour l'artisan, le petit commerçant, la petite PME ou TPE. Eh bien, dans le programme, peut-être vous ne l'aviez pas vu pendant la présidentielle, mais nous avons proposé de mettre en place une caisse de péréquation pour que les grosses entreprises qui ont le plus de moyens puissent en quelque sorte être solidaires des plus petites pour procéder à cette augmentation du SMIC. Parce qu'elle va bénéficier... Ça veut dire quoi, il y aura un pot commun des grandes entreprises sur les cotisations, oui, exactement. Une caisse de péréquation pour permettre cette avancée sociale qui d'ailleurs va être bénéfique pour l'économie. Parce que si vous augmentez les salaires des petites payes, ça va aller vers la consommation populaire. C'est elle qui est aujourd'hui aussi en difficulté et qui met donc à mal l'économie. D'ailleurs, la Banque centrale... Vous entendez ceux qui disent que ça va créer surtout une sorte de spirale inflationniste. Mais non, justement... Non. Parce qu'il faut d'abord créer les conditions d'augmenter la consommation populaire. D'ailleurs, je le dis. Pas qu'une entreprise qui augmente ses salaires va mécaniquement augmenter ses prix aussi. Ça marche pas comme ça. Vaut mieux même, y compris quelques augmentations de prix, mais avec des salaires qui permettent de les assurer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui fait que ça dysfonctionne, c'est que vous avez d'abord une hyperinflation, une grosse augmentation des prix, sans que les salaires n'augmentent. Alors là, on a parlé des salaires. Mais l'autre sujet que nous mettons sur la table... Le blocage des prix. Adrien Quatennens, si vous voulez bien, première mesure que je mettrai en place si j'arrive à Matignon, dit Jean-Luc Mélenchon, le blocage des prix sur une centaine de produits de première nécessité. En quoi c'est plus juste, par exemple, que le futur chèque alimentation du gouvernement qui veut cibler les revenus les plus modestes ? Vous dites, je bloque les prix pour tout le monde, quels que soient les revenus, et tous les économistes vous disent, ça profite davantage à ceux qui consomment le plus, et ceux qui consomment le plus, ce sont les plus aisés. Alors, la réponse à votre question se situe dans l'explication de pourquoi les prix augmentent. Le savez-vous, Marc Fauvel? Pourquoi les prix augmentent? Sous l'effet de la guerre, il y a plein de prix différents. De la guerre en Ukraine, vous avez vu que les prix de l'énergie n'ont pas attendu la guerre pour augmenter. On parlait déjà sur vos plateaux d'inflation. Des produits de première nécessité. Mais les produits de première nécessité, souvent leur prix découle, y compris de la hausse des prix de l'énergie, parce que pour la production, il faut de l'énergie. Voilà. Donc il y a une chose à dire, c'est que l'essentiel des hausses de prix que nous avons sous les yeux sont le fait de spéculation. D'accord ? Et du jeu du marché, qui est le chaos, c'est-à-dire la loi de l'offre et la demande. Par exemple, sur le pétrole, il n'y a pas de réalité matérielle qui font que c'est plus compliqué aujourd'hui de pomper du pétrole et de le raffiner. Donc, par exemple, une manière de baisser les prix pour les producteurs, ce serait d'augmenter la production dans la loi de l'offre et la demande. Mais ils ne veulent pas, vous allez convaincre comment l'OPEP Mais donc, il ne s'agit pas de les convaincre, il s'agit de les contraindre, Marc Fauvel. Comment vous allez contraindre l'OPEP ? Eh bien, très simplement, en bloquant les prix. Et si vous croyez qu'un pétrolier... Non, Marc Fauvel, c'est vous qui attendez un instant. Est-ce que vous croyez qu'un pétrolier est en capacité de se passer d'un marché de 67 millions d'habitants? Faites-en moi la démonstration. Il va le vendre ailleurs. Moi, je ne le crois vous allez pas. aller voir les principes. Vous savez, tout n'est pas... Simplement, Adrien Quatennens, vous allez voir demain, Jean-Luc Mélenchon ira voir les pays producteurs de pétrole, États-Unis en tête, en leur disant soit vous me baissez les prix, soit j'en achète plus. Donc traduisons Marc Fauvel à cet instant. Si, traduisons pour toujours. Jean-Luc Mélenchon ira voir Joe Biden en disant je veux plus de ton pétrole si tu ne baisses pas les prix. Pour toujours la pédagogie. Ça veut dire que vous préférez vous dire en gros, bon, certes, les pétroliers se remplissent les poches de
dividendes. Et puis nous, les pouvoirs publics, on va faire en sorte de distribuer des chèques pour pouvoir assurer la dividende. J'irai vendre mon pétrole à côté. Il y a deux grandes options. Soit c'est l'État qui prend en charge les hausses de prix, comme le propose M. Macron avec des petits chèques qui d'ailleurs ne sont pas à la hauteur de la hausse des prix, premièrement. Et il y a le bouclier tarifaire aussi. Soit c'est les propositions de Mme Le Pen, par exemple, sur la TVA, mais donc c'est-à-dire que ce que ne vous payez plus sur les taxes que vous paierez plus sur le carburant, vous les paierez d'une autre manière, parce que ce sera dans le budget de l'État. Ou alors vous avez la solution qui est la nôtre, celle de la nouvelle Union populaire écologique et sociale, qui dit on bloque les prix, donc la charge repose sur les fournisseurs. Et Marc Fauvel, voyez par exemple que dans nos outre-mer, à La Réunion, c'est ce qui est fait. Le préfet de La Réunion... Sur les produits de première nécessité. Le préfet de La Réunion, il a le pouvoir... Attendez, mais ok... En tout cas, sur 153 produits, le préfet de La Réunion a le pouvoir de bloquer les prix. Mais là, c'est autre chose, Adrien Quatennens. Vous parlez du pétrole. À l'instant, vous m'aviez parlé vous-même des produits alimentaires. Le pétrole, je vous dis que quand des grands pétroliers comme Total... Mais si vous arrivez à supporter que dans un moment extrêmement difficile où plus de 10 millions de personnes sont sous le seuil de pauvreté et où les gens ont extrêmement de mal à boucler leur fin de mois, qu'à côté ce soit la foire aux dividendes, et vous dites c'est pas un problème. Le constat, on a le même que vous en fait. La solution, par contre, mais la solution, comment vous la mettez en œuvre? Est-ce qu'elle est réaliste ou pas? Eh bien, on régule, on bloque les prix. Ça a déjà été fait dans des périodes exceptionnelles. Ça a été fait. Donc on bloque les prix du pétrole. Oui. Et si l'entreprise, par exemple, j'ai dit les États-Unis, mais refuse de vous vendre le pétrole en disant je vais aller le vendre ailleurs. L'Arabie Saoudite. D'abord, vous ferez quoi? D'abord, chiche. Vous croyez que des pétroliers diront on s'assoit sur un marché de 67 millions? Moi, je ne le crois pas. Mais quand bien même, vous avez vu que Jean-Luc Mélenchon a fait certaines propositions. Par exemple, nous pourrions discuter, comme il l'a proposé, avec les pays du Maghreb, dont certains ont du pétrole, mais sont extrêmement dépendants de la production de blé français. Jean-Luc Mélenchon a proposé, par exemple, nous leur garantissons, par exemple, à l'Algérie, nous leur garantissons l'accès à des produits céréaliers à prix bloqué, et en contrepartie, on voit avec eux s'il est possible d'avoir leur pétrole à prix non spéculatif. On doit pouvoir trouver des solutions. Vous ne pouvez pas vous dire, on va vider les poches de l'État pour pouvoir finalement assurer les dividendes des gros pétroliers. Ça n'est plus possible. Je veux dire, la loi de l'offre et de la demande, le libre marché, a des limites, et surtout dans une situation de crise comme celle que nous connaissons, où les gens n'en peuvent plus. Voilà, donc il faut assumer sa responsabilité. Adrien. Bloquer les prix d'un côté, revaloriser les salaires pour permettre de faire respirer tout le monde. Adrien Quatennens, coordinateur de la France Insoumise, et l'invité de France Info, 8h51, le fil info. Adrien Quatennens, votre candidate à Abouaf s'est finalement retirée après la divulgation de plusieurs témoignages pour agression sexuelle présumée ou viol présumé le visant. Est-ce que vous estimez que cette affaire a été bien réglée ? Je le crois, oui, parce que ça a été salué la manière dont le comité de suivi contre les violences sexistes et sexuelles à la France Insoumise s'est emparé du sujet. Vous savez que nous avions l'intention d'investir Taha Abouaf, qui était un très bon candidat, je dois le dire, qui subissait d'ailleurs toutes sortes d'attaques parce que ses propos n'étaient pas calibrés, parce qu'il ne représentait pas ce que certains estiment devoir être absolument le calibre en politique. Mais après, il y a eu autre chose, c'est qu'en effet, le 5 mai, je crois, le comité de suivi contre les violences sexistes sexuelles de la France Insoumise a été saisi d'accusations à son encontre. Et donc, accusations très graves. Des accusations graves. Et donc, il y a eu une décision politique qui a été de confronter Taha Abouaf aux accusations qui étaient portées contre lui. Et donc de lui permettre de renoncer à cette candidature et de dire que la France Insoumise pouvait ne pas l'investir. Qu'est-ce qui se passe entre le 5 mai et le 10 mai, c'est-à-dire au moment où vous le lâchez, Abouaf? Il se passe simplement le fait que ce comité l'a confronté aux accusations portées contre lui a expliqué que, d'un point de vue politique, la France Insoumise se réservait le droit de ne pas l'investir et qu'il a préféré renoncer. Voilà, tout simplement. Et que nous avons dû rendre les informations publiques parce qu'elles l'ont été dans la presse. Oui, c'est pas vous qui avez rendu les... Ma question, Adrien Quatennens, c'est que se serait-il passé si la presse n'avait pas révélé ces témoignages? Je crois que si la presse n'avait pas révélé ces témoignages... Il serait toujours candidat. Non, il ne serait pas toujours candidat. Il aurait de toute façon renoncé. Simplement, peut-être que les raisons en détail qui ont été données dans la presse ne l'auraient pas été pour une seule raison. Je vais être très clair là-dessus. Pourquoi n'avons-nous pas rendu public les accusations contre lui? Parce que c'était la volonté des femmes, et notamment... Mais vous en avez l'obligation?
Non. Au titre de l'article 40 de la procédure pénale. Non, mais ça, c'est sur la question de la justice. Il y a une plainte de déposer. Mais là, en attendant, nous, c'est pas de la justice. Ce qu'on fait, c'est de la politique. Il y a un comité de vigilance qui recueille la parole des femmes. Les femmes ne souhaitaient pas, et on peut parfaitement le comprendre. Elles ne souhaitaient ni porter plainte. Les femmes ne souhaitaient pas que leur témoignage soit rendu public. Oui. Vous ne le souhaitiez pas non plus. Vous vouliez respecter leur décision. Ce qui veut bien dire que Tahabouaf aurait été débranché, mais qu'on n'aurait jamais su pourquoi. Mais sans doute, vous l'auriez su tôt ou tard. Sans la presse, on est bien d'accord là-dessus. Comprenez ça. Oui. Et je pense que c'est le plus important. Ce qui est au-dessus de tout dans ce genre d'affaires, c'est la justice. C'est d'abord la parole des femmes et le respect de leurs décisions. D'accord ? Et quand elles nous disent « moi, je ne veux pas que ce candidat devienne député, je ne veux pas le voir briller à l'Assemblée nationale, mais par contre, je ne veux pas participer à la cabale en cours contre lui, donc je voudrais que mon témoignage ne soit pas rendu public », eh bien, le rôle du comité, c'est de permettre cela. Après, les infos sont sorties dans la presse. Par contre, si ces femmes souhaitent parler, voire même nous les encourageons, si elles le souhaitent, à aller en justice, elles peuvent être accompagnées pour cela. Mais le plus important, et c'est un travail délicat qu'il faut saluer, c'est de pouvoir recueillir leurs paroles et de respecter leur volonté. La difficulté, Adrien Quatennens, pardon de me dire, parce que là, on y passe quand même un certain temps. Non, mais juste une dernière question. Toutes les formations politiques s'occupaient de traiter ces questions et étaient organisées comme nous le sommes pour les traiter, alors nous nous en porterions toutes et tous mieux. Parce que pendant qu'on parle beaucoup de Tahabouaf, eh bien, on ne parle pas des investitures du côté d'Emmanuel Macron. Oui, ok, vous en avez parlé hier avec François Bayrou, je crois. Oui, alors vous avez monsieur Yves Blin qui est investi et qui a une plainte sur harcèlement sexuel. C'est dans la même circonscription. Je vous coupe, c'est pas pourquoi. Attendez, je protège personne. À chaque fois que vous prononcez un nom sur ce plateau, j'explique la règle tous les jours aux auditeurs et aux téléspectateurs, vous ouvrez un compteur qui fait que chacun des autres candidats présents dans cette circonscription doit répondre. Peut-être qu'il y a un nom qu'on a beaucoup prononcé depuis 10 jours et peut-être qu'on va pas faire toute la campagne et à chaque fois consacré, alors qu'on parle pouvoir d'achat, SMIC, retraite. D'ailleurs, on n'a même pas parlé des retraites. Et vous parlez encore une fois de Tahabouaf. On va pas passer la campagne là-dessus. Il y a juste une dernière question. Entre le 5 et le 10 mai, le jour où il se retire, plusieurs dirigeants de la France Insoumise ont continué à soutenir Tahabouaf tout en sachant. C'est pas ça qui pose problème ? Non, ok. Notamment, et elle s'en est expliquée, Clémentine Autain, qui a fait un tweet au moment du communiqué de Tahabouaf et qui a bien expliqué ensuite, lorsqu'elle a été interviewée chez vos confrères de Mediapart, qu'elle avait fait cela précisément en accord, parce qu'elle était en discussion permanente avec les victimes, mais parce que les victimes ne souhaitaient pas que l'affaire soit rendue publique à ce moment-là. Dans ce cas-là, on dit rien. Dans ce cas-là, on soutient rien. C'est difficile de soutenir quelqu'un tout en sachant ce qui lui est reproché, non ? Bref, je vois qu'en gros, ce que tu es en train de dire, c'est que la France Insoumise a traité en 5 jours, en son sein, la question d'une investiture de quelqu'un qui avait des accusations. Parce que la presse l'a révélé. Par contre, en revanche, mais non, dans tous les cas... Parce que si la presse ne l'avait pas révélé, on ne le saurait pas aujourd'hui. Dans tous les cas, le cas aurait été traité. Sans qu'on sache pourquoi. Mais quand Tahabouaf se retire, il ne dit pas ce qui lui est reproché. Il dit j'en ai assez de la calomnie. Donc là encore, traduisons Marc Fauvel. Donc vous, quand une femme vient témoigner et qu'elle vous dit, Marc Fauvel, s'il vous plaît, je souhaiterais pouvoir vous apporter un témoignage, mais s'il vous plaît, je connais votre métier de journaliste, mais je vous demande de ne pas la rendre publique, vous dites, écoutez, peu importe sa parole, on s'en fiche, on le rend public. Donc écoutez-moi. Mais dans ce cas-là, je ne ferai pas forcément un tweet pour apporter mon soutien à la personne que cette personne accuse de viol. Les choses ont été traitées en 5 jours et vous avez des chaînes télé, non loin d'ici, qui n'ont pas su traiter le problème en leur sein en 20 années, d'accord ? Et au sein des partis politiques, c'est la même chose. Quand vous regardez les investitures chez Monsieur Macron, vous avez des gens qui sont condamnés pour violence conjugale, qu'on investit... On en a parlé hier ici même avec François Bayrou. Vous en avez parlé, mais il faudrait que ça prenne un peu plus de place si vous voulez respecter la proportionnalité. Parce que franchement, c'est bon quoi. On a traité le sujet, on en a discuté. Je regrette que par exemple ce matin, dans le chapitrage de nos discussions, on devait parler de la réforme des retraites. On n'en parlera pas parce que vous avez choisi de consacrer peut-être encore 7 ou 6 minutes. On n'avait pas prévu d'en parler. C'était 3 minutes. Donc je redis, si vous voulez pas de la retraite à 65 ans et que vous voulez de la retraite à 60 ans, les 12 et 19 juin, votez pour les candidats de la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Voilà, ça c'est dit. Merci beaucoup Adrien Quatennens, député insoumis du Nord et coordinateur de la France Insoumise, était ce matin. Et je le remercie, l'invité de France Info.